Bonjour, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce grand entretien exclusif, une première, celui de la presse sous-régionale, celle ouest-africaine, avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Sa promesse à ses concitoyens était la continuité pour un meilleur avenir. La continuité, dans une certaine mesure, a déjà été affirmée par le vote des Nigériens. Voilà maintenant un peu plus d'un an. Qu'en est-il de l'avenir meilleur promis? Se dessine-t-il résolument? Quel bilan des 1 an du président Mohamed Bazoum à la tête de ce pays aux nombreux défis? Nous sommes à Niamey, la capitale du Niger, plus précisément au palais présidentiel, avec le président de la République, Mohamed Bazoum. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Nous disions la presse sous-régionale, donc ouest-africaine représentée. Il y a ici donc Mamoudou Ibra Kane, journaliste à Immédiat Sénégal. Avec nous aussi Hervé Dapa, journaliste à BF1 Burkina Faso. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Jacques Lewa, il est journaliste à l'Eno Espace Guinée Conakry. Bonjour. Et enfin Mohamed Attaher Alidou, il est journaliste à Joliba TV Mali. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous aurons 52 minutes à se questionner comment est-ce que va le Niger 1 an après que vous soyez à la présidence. Mais la première question, dans quel état d'esprit est d'ailleurs Monsieur le Président? Je suis quelqu'un qui est engagé dans une mission très difficile parce qu'il s'agit de diriger un État, même dans des circonstances normales. C'est une mission difficile au Niger. Malheureusement, en 2022, notre réalité est faite de ce contexte très marqué par l'insécurité qui a beaucoup affecté notre sous-région, qui a eu raison des États au Mali. Malheureusement, vous savez ce que cela a eu comme conséquence au Burkina Faso par la suite. C'est un grand défi que de lutter contre le terrorisme. Le Niger est au centre du Sahel, voisin de la Libye, où tout le long de la frontière au sud de ce pays, vous n'avez aucune forme de présence militaire ni d'une quelconque autorité. Nous faisons face aussi à l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. Ne serait-ce que sous cet angle-là, vous voyez que nous avons une tâche particulièrement délicate, mais nous sommes déterminés à vaincre le terrorisme, à conforter les institutions de la République et à donner à notre pays des chances de prospérité et de bonheur pour notre peuple par conséquent. Monsieur le Président, vous parlez du Mali et de la lutte contre le terrorisme. Le Mali, sous la direction du colonel Assimi Goïta, a choisi un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Ce partenaire s'appelle la Russie. Résultat des courses, Barkhane et Takuba chassés du territoire national. L'armée malienne, on dit qu'elle monte en puissance, selon l'avis de beaucoup d'observateurs. Question, Monsieur le Président, seriez-vous tenté par cette expérience malienne en matière de lutte contre le terrorisme? Je ne pense pas que la question de la lutte contre le terrorisme soit une question technique et qu'il suffit d'avoir le bon partenaire pour que ça se règle. Si c'était le cas, oui, nous aurions tous ensemble déceler les critères à partir desquels on définit le bon partenaire et on va tous ensemble avec lui. Et si cette question était d'ordre théorique et logique, elle ne poserait un problème à personne. Nous aurions convergé parce que nous sommes tous animés de la même volonté justement de vaincre le terrorisme. La question est plus compliquée que cela. Nous n'avons pas une ambassade de Russie ici, nous n'avons pas un contact avec la Russie et qui nous a permis de comprendre qu'il y avait des avantages à envisager d'aller avec ce pays. Et donc pour nous, la question ne se pose pas. Ce n'est pas de façon totalement abrupte comme ça qu'un matin nous nous réveillerions pour dire que la solution, c'est une forme de coopération avec la Russie. J'ai toujours dit que
nous achetons nos hélicoptères à la Russie. Et donc, ça, c'est notre ministère de la Défense qui a des canaux par lesquels il passe pour procéder à des opérations de vente, d'achat, pardon, du matériel militaire russe. Mais j'ai également toujours dit que nous n'envisagerons jamais de louer les services d'une société de sécurité privée russe ou relevant de notre pays pour faire la guerre à la place de notre armée. D'une part parce que nous n'avons pas ces ressources-là. Vous savez, nous, le Niger, nous avons des ressources très limitées. Et ensuite, notre armée ne l'acceptera même jamais, tout simplement parce que ce serait prendre dans ce que nous donnons à l'armée pour le mettre à la disposition de ce personnel des sociétés de ce genre-là. Donc cette question, elle ne se pose pas pour nous vraiment. Et chacun se pose ses problèmes et leur trouve ses solutions. Nous ne nous posons pas ce problème, il ne s'est jamais posé à nous et nous n'envisageons pas cette solution parce que la question, pour nous, est totalement abstraite, traitée sous cet angle-là. Monsieur le Président, venons-en à la méthode de lutte contre le terrorisme du Niger. Vous l'avez dit tout à l'heure, la nature n'a pas gâté le Niger en fonction de ces pays frontaliers. Vous faites frontière avec presque tous les pays où le terrorisme est en train de mettre le feu. Mais s'il y a deux béquilles, disons deux poutres sur lesquelles la lutte contre le terrorisme du Niger est posée, il y a d'abord la politique de déradicalisation. Et puis, il y a aussi le retour des personnes déplacées dans leur zone. C'est un message très important. Je vais lire une de vos phrases quand vous vous êtes rendu dans la région de Mokolondi et Torodi en avril dernier. Vous avez dit ceci: vous allez retourner chez vous et nous allons mettre en œuvre ce dispositif de sécurisation de votre retour, mais nous allons surtout sécuriser votre vie de façon définitive. Vous étiez allé dans cette région, vous avez vu, entendu la souffrance des personnes déplacées nigériennes. Monsieur le Président, c'est une promesse assez forte, mais surtout c'est une promesse assez ambitieuse. Oui, nous avons commis une erreur en 2015 quand Boko Haram avait exercé une telle violence sur les populations dans leur village qu'elles avaient été obligées de se déplacer. Et nous avons eu plus de 150 déplacés internes, nous avons eu 150 000 déplacés internes, 180 000 réfugiés venus du Nigeria. Et pendant des années, nous nous sommes accommodés de cette situation. Elle a été très préjudiciable pour l'économie de la région, pour les conditions de ces populations elles-mêmes. Et à partir de l'année passée, nous avons changé de paradigme et nous avons décidé que nous ne laisserions plus les populations se déplacer et vivre dans des camps, dans des conditions qui sont très très difficiles. Et je suis allé à Difa, j'ai discuté avec les populations, nous avons décidé de les ramener dans leur village et de leur assurer la sécurité parce que nous leur donnons une chance de promotion économique et des chances d'une autre vie différente de celle caractérisée par l'assistance humanitaire à laquelle elles ont plus ou moins droit quand elles sont des personnes déplacées. Et nous avons ramené une partie de la population de Difa. Cette année, nous nous préparons à ramener l'autre partie. Et c'est ça notre doctrine désormais, ne laisser personne dans les camps. Nous l'avons expérimenté l'an passé dans la région nord de Tillabéri et depuis quelques mois, toutes les populations des villages qui se sont déplacées le long de la frontière avec le Mali sont en train de retourner, une bonne partie est déjà retournée. Ces populations auxquelles je me suis adressé à Makalondi et Torodi sont des populations qui se situaient à la frontière du Burkina, qui ont été déplacées il y a de cela à peu près 3 semaines. Vous voyez, nous avons été très réactifs. Aussitôt, nous avons décidé de les ramener et de les sécuriser. Ça, c'est notre doctrine désormais, nous, parce que vous voyez,
les frères du Burkina aujourd'hui ont affaire à 1,5 million à peu près de personnes déplacées. Ce sont des populations qui vivent dans une situation de très grande détresse. Et puis il y a toute l'économie qui est perturbée du fait de cette situation. Il vaut mieux consentir ponctuellement beaucoup d'efforts pour ramener les populations et puis assurer leur sécurité là-bas. Ça facilite un peu, si vous voulez, le combat contre le terrorisme. Il y a l'aspect déradicalisation dont il avait parlé. Non, en vérité, oui, nous avons aussi commis quelques erreurs. J'étais à l'époque ministre de l'Intérieur. Nous avons créé un grand camp à Goudoumaria, dans la région de Defa, pour penser que nous y conduirons tous les terroristes qui s'amendent et qui se répandent. Nous avons mis en place un dispositif de rééducation, de déradicalisation, comme on dit. Mais après, nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là n'étaient pas du tout radicalisées. La vérité, c'est que les motifs en vertu desquels elles sont poussées dans le terrorisme sont de type alimentaire. Nous avons changé de réponse à Difa. Maintenant, c'est une autre politique que nous sommes en train de promouvoir. Ne croyez pas que tous les jeunes qui sont dans ce mouvement terroriste sont des jeunes radicalisés et qu'il y a un travail d'éducation à faire sur eux pour qu'ils changent. Non. Là aussi, nous avons un peu tiré les leçons de notre expérience et nous avons changé totalement de perspective. Bonjour, Monsieur le Président, et merci pour cet entretien accordé à la presse africaine. Beaucoup aujourd'hui proposent le dialogue ou la négociation avec les groupes terroristes. Parallèlement, vous l'avez dit, le Niger s'équipe pour faire face à ces djihadistes. Vous avez acquis récemment des drones turcs. Président, vous êtes également philosophe. Que pensez-vous de cette dialectique ? Écoutez, les jeunes qui sont engagés dans ces organisations n'y vont pas par conviction idéologique, par conviction religieuse en l'occurrence. Nombre d'entre eux y vont de façon accidentelle parce qu'un certain contexte y est favorable, ils sont jeunes, ils peuvent disposer d'une arme, ils peuvent avoir une moto. Ce sont des choses dont ces jeunes-là rêvaient, mais voilà qu'ils ont l'occasion de pouvoir jouir de tout le prestige qui peut, à leurs yeux, paraître rattaché à une situation de ce genre-là. C'est des jeunes qui sont en rupture avec leur famille, pour lesquels cette décision n'est pas une décision aisée. Et nous avons discuté avec les parents. Nous avons senti que bien des parents de ces jeunes-là sont contre ce que font leurs enfants. Nous avons promu un certain dialogue avec les chefs des tribus, avec les responsables dans les régions qui sont affectées par ce phénomène. Et nous avons mis en place des dispositifs qui consistent à demander à ceux qui soient démobilisés et qui reviennent. Nous avons fait cette offre, nous avons utilisé tous les moyens nécessaires à cet effet et nous avons quelques résultats. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais tout ce que nous pouvons récupérer comme jeunes est une bonne chose et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, ces organisations terroristes ont à leur tête des gens qui ne relèvent pas parfois de nos pays et qui n'ont pas beaucoup de soucis quant à la stabilité et même au bien-être des populations à la base, qui ont un peu d'égard pour ces populations et leurs souffrances éventuelles. Et ce ne sont pas par conséquent des partenaires politiques avec qui, au plus haut niveau, nous pourrions discuter. Mais tout ce qui est plus bas, vraiment, et que nous pourrions cibler parce que nous avons un contexte sociologique qui nous permet de le faire, nous n'hésitons pas à engager des démarches comme je les ai décrites comme ça, et ça donne quelques résultats. J'aimerais quand même revenir, avec votre permission, sur la présence des privés russes. Pour certains, c'est des instructeurs, pour d'autres, c'est des mercenaires. Quel qualificatif vous leur donnez? Vraiment, je ne parlerai que de choses, je ne parle que des choses que je maîtrise. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe au Mali de ce point de vue. Donc, je n'ai pas à faire des évaluations parce que je n'en ai pas les outils, honnêtement. Alors, Monsieur le Président, la lutte, elle est quand même transnationale, en tout cas au niveau du Sahel. Depuis votre prédécesseur, les chefs d'État du Sahel avaient tenté donc la mise en place d'un groupe, c'est le G5 Sahel.
Et ils ont démarché, je crois que vous êtes lancé aussi dans cette démarche, pour avoir des moyens. Il se trouve que le Mali, on en parlait tout à l'heure, s'est tourné vers la Russie. Il y a quelques jours, lors du passage du chancelier allemand ici à Niamey, vous avez demandé, je crois, de l'appui technique. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, vous optez pour une lutte collégiale, mais chacun dans son pays essaye aussi de voir d'autres partenaires pour l'appuyer, soit techniquement ou économiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du G5 Sahel, on va dire qu'on est en difficulté de mettre en place un mécanisme réel de lutte contre l'insécurité, ce qui pourrait vous permettre d'avoir des moyens, donc de les mobiliser vous-même, et puis d'engager une stratégie commune? Le G5 Sahel, à l'origine, en 2014, lorsqu'il avait été porté sur les fonds Batimo, était conçu comme une organisation de solidarité de type économique entre les pays affectés par la violence terroriste à l'œuvre à l'époque, surtout sur le territoire malien, mais qui avait des répercussions sur tous les autres pays. Il y avait en effet des annonces de nombreuses initiatives en 2013-2014 qui étaient des initiatives économiques. Il y avait l'initiative Sahel de l'Union européenne, l'initiative Sahel des États-Unis d'Amérique, l'initiative Sahel du PNUD, l'initiative Sahel de je ne sais qui encore. Et les chefs d'État de ces 5 pays ont estimé qu'il était bon de créer une coordination et de mettre en place un réceptacle pour coordonner toutes ces initiatives et faire en sorte que les États du Sahel bénéficient de tous les investissements qui sont annoncés dans le cadre de ces initiatives pour promouvoir un certain nombre de domaines économiques, les télécommunications, les infrastructures, toutes les infrastructures, télécommunications, routes, chemins de fer, éventuellement promouvoir l'agriculture, l'irrigation, promouvoir le pastoralisme, promouvoir le système d'éducation dans chacun de nos pays. C'était à l'origine ça, c'était une organisation à vocation vraiment d'intégration économique, de mobilisation de fonds et de coordination de l'usage de ces fonds. C'était ça l'idée, c'était ça le concept vraiment en Nouakchott lorsque nous avons eu le premier sommet. Puis par la suite, les questions sécuritaires ont pris le dessus. Et comme les questions sécuritaires sont vite médiatisables, il y a eu plutôt une inflexion à partir du sommet de N'Djamena de 2015 ou 2016 plutôt, si mes souvenirs sont bons. Et tous nos partenaires se sont plutôt intéressés à l'aspect militaire, coordination militaire, et progressivement on s'était éloigné du premier objectif pour ne donner de l'importance qu'à cet objectif second, et on a essayé de mettre en place un dispositif de coordination militaire en définissant les fuseaux, le fuseau Est qui concerne la frontière entre le Niger et le Tchad, le fuseau ouest qui concerne la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et le fuseau centre qui concerne les 3 pays désormais impactés vraiment par le terrorisme. C'est une organisation, je l'ai dit récemment, qui était encore, on va dire, dans les limbes, qui balbutiait, dont l'identité, vous le voyez bien, n'était pas totalement acquise, dont les missions et les modalités de la prise en charge des missions en question n'étaient pas encore nettement définies. Nous avons mis en place un secrétariat, il a fait le travail qu'il a pu faire, mais nous n'avons jamais réussi de véritable coordination opérationnelle de nos actions militaires, dans la mesure où, en vérité, l'enjeu, c'était les 3 pays du centre. Le Mali étant absent de sa partie septentrionale, nous n'avons jamais pu mener des opérations conjointes, par exemple avec le Niger. Nous n'avons jamais su nous coordonner tout à fait. Avec le Burkina, nous avons eu des opérations coordonnées, pas forcément dans le cadre du G5 Sahel qui existait pourtant, qui avait quelques forces qui étaient dédiées, que nous pouvons utiliser, que nous utilisions, mais pas dans des missions typiquement G5 Sahel, avec des instructions qui viennent du dispositif de commandement du G5 Sahel.
quand est intervenu le coup d'État du Mali et les difficultés qui se sont accumulées dans ses relations avec certains de ses partenaires et avec les autres pays voisins. Bon, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je considère que le G5 Sahel n'a pas tout à fait réussi sa mission de coordination des investissements économiques qui était l'objet de sa mission à la base. Il n'a pas davantage non plus répondu de façon efficiente à l'objectif de la coordination opérationnelle des actions militaires. Le retrait annoncé du Mali complique davantage la situation? Oui, oui, bien sûr, dans la mesure où on était 5, maintenant on n'est plus 5. Donc je considère que ça accroît encore nos difficultés qui étaient bien réelles avant le retrait du Mali. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire qu'avec le retrait du Mali, le G5 Sahel est mort? Ou est-ce que, comme disent certains, le G5 Sahel était de toutes les manières mort-né à cause de son mode de financement? On sait que c'est l'argent, le nerf de la guerre, l'argent. Et le G5 Sahel a manqué cruellement de moyens de fonctionnement. Oui, le G5 Sahel, dans la mesure où son objet était de lutter contre le terrorisme dans les 3 pays du centre, pour n'avoir pas pu faire en sorte qu'il y ait une véritable coordination opérationnelle des armées de ce pays, dans le cadre de son commandement à lui, n'avait pas tout à fait accompli sa mission. Et je pense que, compte tenu des capacités de nos armées, compte tenu des possibilités que nous avons de financer des opérations coordonnées de ce genre-là, il n'était pas possible justement que le G5 Sahel donne satisfaction et atteigne ses objectifs. Donc, vous avez raison, c'est une organisation qui avait beaucoup de difficultés et ces difficultés se sont exacerbées par la suite. J'aimerais bien qu'à ce niveau-là, on ressente les choses sur donc, le Niger, parce que quoi qu'on dise, nous le disions, il y a quand même 7 pays avec lesquels vous avez des frontières. On a cité tout à l'heure le Nigeria, le Burkina, le Mali, la Libye. On sait que c'est un genre de ceinture de feu. Et quand on regarde, le Niger est dans une dynamique de réinstallation de population. Le Niger parle de déradicalisation. On se demande, alors que pour certains qui ont des territoires moins vastes, c'est très compliqué, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ce qui fait que ça marche un peu mieux qu'ailleurs, c'est le fait que nous avons eu affaire dans les années 90, puis dans les années 2000, à un combat contre des velléités irrédentistes de certains jeunes de communautés relevant du Niger qui avaient créé des mouvements. Vous vous souvenez des mouvements Touareg des années 90 qui ont repris au cours de l'année 2007, des mouvements Toubou aussi qui ont pu exister dans le nord du Niger, dans l'est du Niger. Et notre armée a eu à gérer ces mouvements, le combat contre ces mouvements. Je pense qu'elle a acquis une certaine expérience qui a été fort utile par la suite quand nous avons eu affaire à cette forme de violence portée par les organisations terroristes qui se réclament de l'islam des années 2013 à partir du Mali. Donc je pense que c'est une de nos recettes, donc une armée qui a affaire à un sujet qu'elle a déjà eu à traiter. Ensuite, évidemment, nous avons eu des institutions solides. Déjà en 2007, la réponse des autorités du Niger, nous étions dans l'opposition, était différente de la réponse des autorités maliennes face à ce même problème. Et nous avons assumé cet héritage du président Tanja et le président Issoufou a continué dans le même sens. Nous avons eu une gouvernance qui a mis fin aux revendications de type irrédentiste. Nous avons eu une politique d'intégration de toutes nos communautés et nous avons là une base très solide d'une unité qui va s'avérer très utile par la suite. Aujourd'hui, personne
ne prête attention à ce que font les terroristes, sinon que de se soucier des effets de leurs agissements. Ils n'attirent personne. Ces mouvements-là sont décriés et je pense que nous avons une très forte cohésion nationale dans la façon dont nous gérons le terrorisme aujourd'hui. Nous avons stabilisé nos institutions, c'est très important. Vous savez, la pire des choses qui puisse arriver à un État, et cela s'est avéré pour nos voisins, c'est que les institutions soient perturbées. Un État, ça doit reposer sur un socle très solide. Et si ce socle-là est remis en cause, évidemment qu'on assiste à des fragilités qui sont très préjudiciables dans le contexte du combat que nos pays sont en train de mener contre le terrorisme. Parallèlement, Monsieur le Président, la coopération militaire avec la France fait débat. Pour certains, la France est utile, voire incontournable. Pour d'autres, ceux qui font cette option sont plutôt des obligés de la France. Que répondez-vous? Nous avons bénéficié du concours de la France dans le cadre de son dispositif Barkhane qui avait vocation à lutter contre le terrorisme au Mali. Il y a une base aérienne ici de la France, mais qui n'existe ici qu'en vertu de sa mission au Mali. Niamey est plus proche de Gao et de Menaka que Bamako. Si Bamako était plus proche, la base aérienne française aurait été à Bamako. C'est pour des raisons purement pratiques qu'il y a eu ce dispositif de la France ici. Il n'avait pas vocation à nous aider, nous, dans le combat que nous menons contre le terrorisme. Mais c'est un partenaire avec lequel nous menons de façon circonstancielle des opérations ponctuelles et sur tous les fronts, que ce soit le front avec notre frontière malienne ou avec notre frontière burkinabé. Il arrive que notre armée mène des opérations avec Barkhane. Alors, c'est un partenaire disponible. C'est à notre appel, à nous, Africains, que la France avait répondu en 2013 favorablement pour mener l'opération Serval, qui avait contenu l'équipée terroriste qui avait bougé à partir du centre du Mali en direction de Bamako. C'était Serval, par la suite il y a eu Barkhane. Et aujourd'hui, pour nous, la question ne se pose pas de savoir si nous pourrions préférer un autre à la France. Tant que la France est disponible, et puisqu'elle est présente sur nos territoires dans le cadre de sa mission du combat contre le terrorisme au Mali, nous restons avec elle. Et c'est pour autant qu'il le veuille, c'est dans la mesure où il consente à être avec nous que nous agirons de concert avec eux dans le cadre de modalités que nous définissons ensemble. Donc pour nous, la question ne se pose pas de savoir s'il y a une alternative ou pas. Nous avons en tout cas une coopération avec tous les partenaires qui l'ont voulu, sans exclusive. Nous avons beaucoup de partenaires qui ont des missions de formation de forces spéciales au Niger. Si la Russie avait, par exemple, exprimé le vœu de nous aider dans la formation de nos militaires, nous l'aurions accepté avec empressement, j'ai pu vous le dire. Donc voilà la question. Pour nous, est-ce que c'est un bon partenaire ou est-ce que c'est un mauvais partenaire? La question ne se pose pas. Nous avons beaucoup de partenaires européens, plus les Américains, plus les Canadiens, avec qui nous faisons un certain travail qui consiste à renforcer les capacités de nos armées, à les doter d'équipements, une coopération ordinaire, comme cela peut se concevoir dans le cadre des enjeux du combat que nous menons ensemble aujourd'hui contre le terrorisme. Pour cette première année, vous êtes aussi positionné sur les questions de gouvernance, la promotion de la bonne. Et il y a une lutte contre la corruption que vous avez donc entreprise. Et on voit aujourd'hui que dans l'administration, il y a quand même une trentaine de personnes qui croupissent en prison. Certains de vos détracteurs ou pourfendeurs parlent de chasse aux sorcières. C'est quoi la dynamique aujourd'hui que vous voulez impulser? Non, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui parlent de chasse aux sorcières. À chaque fois que
nos services compétents ont été amenés à arrêter une personne. C'est sur la base de choses totalement avérées sur lesquelles il y a un grand consensus. Au contraire, une partie de l'opinion considère que nous ne faisons pas assez dans la lutte contre le terrorisme parce que ce que nous faisons, nous le faisons sans exclusive. Les citoyens nous demandent davantage d'efforts et nous allons essayer de faire droit à ce vœu de nos citoyens de combattre encore plus la corruption et de lutter contre l'impunité. Nous avons besoin de crédibiliser nos institutions et d'avoir la confiance de nos citoyens. Si nos citoyens considèrent que nous faisons la promotion de la corruption, que nous permettons à certains de nos citoyens, parce qu'ils sont dans des positions qui leur permettent d'abuser des biens publics, d'abuser des deniers publics, nos institutions se décrédibilisent et elles s'affaiblissent, elles deviennent vulnérables. Nous l'avons vu vraiment dans certains pays. Et donc, l'impératif de stabilité de nos institutions commande que nous soyons fermes dans le combat contre la corruption et l'impunité. C'est la seule condition de mettre à l'abri nos institutions et de les épargner le discrédit qui peut les emporter. Monsieur le Président, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, visiblement, et comme le disait mon prédécesseur, visiblement, vous êtes engagé dans la lutte contre la corruption. La question que les Nigériens se posent peut-être, est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout? Et je voudrais revenir à une affaire emblématique, l'affaire MDN, c'est-à-dire l'affaire ministère de la Défense nationale. Au début, c'était près de 76 milliards de francs CFA qui étaient en cause. On parle ici de suspicion de surfacturation et de matériel payé et non livré en termes de marché d'équipement de l'armée. L'État s'est finalement désisté, n'a pas voulu se constituer partie civile. C'est que peut-être la question que les Nigériens se posent, est-ce que dans cette affaire-là, le président que vous êtes promettait aux Nigériens de faire en sorte que toute la lumière soit faite et que les coupables potentiels soient réellement punis, même si ces coupables venaient à être au sein du parti au pouvoir? Oui, cette affaire, il faut le savoir, le président de la République de l'époque, le président Issoufou, sur la base des renseignements qu'il avait, qui consistait à dire qu'il s'est passé des affaires qui ne sont pas très nettes dans la façon dont les marchés sont passés au ministère de la Défense nationale. Sur la base de ces informations, de ces renseignements, il avait demandé au ministre de la Défense nationale de faire un audit. Un audit qui n'en était pas tout à fait un avait été fait. Mais un audit, c'est un audit. Ce n'est pas une inspection. Il n'a pas vocation à faire ce que devrait faire une inspection. Mais cet audit a pris les allures d'une inspection, ce qui en soi n'était peut-être pas une mauvaise chose. Mais ce qui n'était pas bien, c'est qu'il ait été diffusé à l'état brut. Et il faisait état de surfacturation de 48 milliards et de francs CFA et de 28 milliards de matériel non livré. Quand l'État a pris en charge le dossier, il s'est avéré que, à propos de 28 milliards de matériel non livré, c'était un matériel qui était en cours de livraison. Il y a eu l'épidémie de la Covid-19 qui avait retardé les livraisons de ce matériel-là, parce que le fret maritime avait beaucoup été impacté, vous vous souvenez, par la Covid. Il n'y avait plus de bateaux qui circulaient entre l'Asie et ailleurs, et le continent africain. Quand nous avons mis en place une équipe pour aller vérifier sur le matériel, faire des inspections en ce moment en bonne et due forme, on a découvert qu'une bonne partie du matériel en question était déjà arrivée. Et donc, par conséquent, il n'y avait pas de matériel qui n'ait pas été livré.
c'est 28 milliards comme ça dont il ne devait plus être question. 48 milliards de surfacturation. Qu'est-ce que les jeunes gens qui ont fait l'audit ont fait? Ils sont allés sur le marché pour voir combien coûte une Toyota. Elle coûte, on va dire, 27 milliards. Le ministère de la Défense l'achetait à 33 milliards. 27 milliards, c'est 27 milliards cash, tout de suite. 33 milliards, c'est d'abord enregistrement du marché, 6% de la valeur de la marchandise, et frais des banques auprès desquelles les opérateurs empruntent l'argent qui leur permet de procéder aux commandes, et toutes les taxes qui sont attachées à une opération de ce genre. Puis des paiements qui ne sont pas cash. Quand l'État fait une commande, pour payer l'opérateur, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 années, ça peut prendre même 3 et bien davantage au Niger. Alors, celui qu'on paye cash directement et celui qui doit attendre 2 ans, 3 ans, ne peut pas faire le même tarif pour une marchandise. Quand on prend du grillage, par exemple, à propos d'une des opérations, ils sont allés voir combien coûte le mètre de grillage. Mais ce n'est pas le grillage dont il était question dans le marché, objet de contentieux. Ce n'est pas du tout les mêmes spécifications. Ce n'est pas du tout destiné à la même vocation. Et quand on a fait cette opération, on a constaté que pour plusieurs questions, il ne s'était pas agi de surfacturation. En tout cas, sur les véhicules, c'est la police judiciaire qui a dit qu'il n'y a pas de surfacturation. Sur d'autres marchandises aussi, il n'y a pas eu de surfacturation. Mais nous avons dit que si nous poursuivions les opérateurs économiques en justice, nous pourrions les mettre éventuellement en prison, mais ce n'est pas évident que nous serions dans les conditions de pouvoir faire rentrer tout l'argent qu'ils ont pu dissiper à travers les surfacturations qui ont quand même existé, qui n'étaient pas de l'ampleur de celles qui étaient annoncées dans l'audit, mais qui sont bien réelles. Et pour cette raison, nous avons engagé une transaction avec eux dans le cadre d'un service de l'État, dont c'est ça, l'agence judiciaire de l'État, dont c'est cela la vocation. Et dans le cadre de cette transaction, la surfacturation, plutôt que d'être de 48 milliards, a été ramenée à 12 milliards. Vous voyez, c'est de notre propre chef que nous avons décidé de regarder et de faire en sorte qu'un certain nombre d'opérateurs rendent gorge en déboursant 12 milliards à l'État. Si nous étions passés par d'autres moyens, il aurait pu arriver justement que nous ne disposions pas de ces 12 milliards-là, parce qu'ils prendraient des avocats qui peuvent être subtils, qui peuvent être efficaces, et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons opté pour la transaction. Et à partir du moment où nous avons eu gain de cause, nous avons considéré que nous n'avons plus à considérer que nous sommes partie civile dans le traitement judiciaire de cette affaire. C'est une affaire qui a été hyper médiatisée, elle nous a fait beaucoup de tort, mais voilà sa réalité, si vous voulez. Il y a eu surfacturation, en effet. 12 milliards, c'est beaucoup quand même. Mais ce sont 12 milliards qui ont été acquis par l'État. Ça, on ne le voit pas à cause de l'hypermédiatisation de cette affaire, mais c'est un mérite. Voilà comment il faut regarder cette affaire. Alors, Monsieur le Président, le constat... Elle n'est pas close, elle a sa partie pénale qui n'est pas close. Le constat généralement en Afrique, Monsieur le Président, c'est que lorsque les affaires de corruption concernent le ministère de la Défense, on parle de grandes muettes, on ne fouille pas assez. Et la question que je greffe à celle-là, c'est finalement le constat que vous avez pu faire quand vous êtes arrivé président, puisque avec l'ancien président, où vous étiez ministre, il y a des engagements qui avaient été pris pour crédibiliser les institutions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'époque, le travail n'avait pas été fait et c'est celui-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour moraliser la vie publique?
Notre volonté de moraliser la vie publique, elle a toujours été affirmée et assumée. Mais sur le parcours, nous pouvons tirer des leçons. C'est ça l'avantage des changements. Le président Issoufou et moi, c'est le même parti politique. C'est la même éthique. C'est le même engagement. Mais la vertu du changement a produit un effet qui est que moi, avec le recul qui était le mien, dans la position qui était mienne, j'ai pensé qu'il faut mettre l'accent sur certaines questions, bien plus que ne l'avait fait le président Issoufou, qui avait eu le mérite justement de faire en sorte que, à travers cette affaire du ministère de la Défense nationale, nous récupérions 12 milliards sur des opérateurs économiques. Donc c'est ça l'avantage de l'alternance. C'est-à-dire que dans la même dynamique, on peut corriger les erreurs parce que les acteurs ont changé. Mais le président Issoufou et moi, nous sommes de la même famille politique. Nous sommes des camarades. Et c'est parce que le président Issoufou sait que je ferai ce travail-là pour continuer son œuvre qu'il avait aussi cautionné ma candidature à moi avec notre parti politique. Ne croyez pas que je suis en train de faire des choses avec lesquelles il pourrait ne pas être d'accord. Je suis en train de faire des choses dans la droite ligne de ce que nous avons tracé ensemble, parce que nous ne sommes pas dans une entreprise où ce sont des individus qui décident, mais nous avons un appareil d'un parti solide qui décide des orientations parce qu'il est animé d'une éthique qui, elle, est constante, quel que soit ceux qui peuvent assumer des responsabilités à tel ou tel niveau. C'est cela l'avantage, justement, d'avoir des partis politiques forts, mais des vrais partis, pas des partis qui appartiennent à des individus, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Le président Issoufou n'a pas dit que lui, il est un homme exceptionnel, irremplaçable, parce que ce serait nous faire insulte à nous autres. Il n'a pas, entre ses camarades, décidé que c'est plutôt tel autre, plutôt qu'un tel, qu'il faut préférer. Il a dit, il y a un parti que j'ai dirigé pendant longtemps, mais depuis que je suis devenu président de la République, c'est un tel qui m'a remplacé. Il a dirigé le parti pendant 10 ans. Nous avons eu des succès sur toutes les élections, dans toutes les élections que nous avons eu à affronter pendant le temps où il était président du parti. C'est donc lui que nous devons choisir. Vous voyez, il n'a pas joué à un jeu malsain de quelque nature que ce soit. Il a laissé les choses se passer normalement. C'est ça la crédibilité de nos institutions. C'est ça qui a conforté notre situation à nous aujourd'hui. C'est ça qui explique que nous n'avons pas été divisés. Et parce que nous avons justement un parti fort, avec une vision et avec une vraie éthique, que nous pouvons continuer ce travail et le mener jusqu'au bout, c'est-à-dire faire en sorte que nous donnions la prospérité à laquelle aspirent nos citoyens à ces derniers. Monsieur le Président, vous parlez beaucoup d'éthique, de bonne gouvernance. Sur la question de la réduction du train de vie de l'État, qu'est-ce qui est fait concrètement? Nous avons un grand engagement qui consiste à rationaliser les dépenses de l'État et à éviter les dépenses qui sont superflues, qui sont inutiles. C'est un travail de tous les jours que nous devons mener, le travail le plus difficile. Améliorer les recettes, c'est important pour que l'État dispose des ressources dont il a besoin justement pour assumer son rôle régalien, mais aussi économiser les dépenses et ne les orienter que dans ce en quoi elles pourraient être utiles. Ça aussi participe justement de l'éthique du combat que nous sommes en train de mener. Oui, Monsieur le Président, si vous permettez, un de vos ministres fait partie de ces hauts cadres il est en prison. Alors, c'est un acte fort que vous avez posé, mais le peuple aussi a toujours besoin d'exemples. Est-ce que le président de la République
c'est soumis à une déclaration de patrimoine, par exemple. Oui, chez nous, ça existe, ça, depuis toujours, donc ce n'est pas le problème. Oui. Les membres du gouvernement, le président de la République et les membres du gouvernement sont soumis à une déclaration sur laquelle la Cour des comptes est très exigeante et en train d'affiner ses moyens. Donc, c'est quelque chose qui est déjà acquis au Niger, mais nous devons être encore plus exigeants que ce que ne peut avoir comme résultat une formalité de ce genre, parce que ça pourrait être aussi une pure formalité. Il faut être encore plus exigeant, en effet, que personne n'occulte dans ces déclarations des biens, des choses justement qui ont vocation à être dites. Que le ministre sache qu'il n'est pas protégé. Il n'y a personne qui peut penser qu'il est protégé. Mais malgré cela, je dis à notre société civile que le combat contre la corruption est très dur. Parce que les hommes, dans l'homme, il y a une autre dimension qui n'est pas qu'humaine. Et dans l'homme, il y a un peu le démon, hein, c'est clair. Ouais. Monsieur le Président, dans votre programme, il y a un point qui est très important, une priorité même, c'est l'éducation. Et vous pensez que chez la jeune fille, c'est aussi une réponse à une autre préoccupation, c'est la question démographique. La question, elle est sensible ici. Comment est-ce que vous managez là-dessus? Oui, je fais une conférence à l'adresse des femmes à l'occasion de la journée de la femme du Niger, le 13 mai dernier, et j'ai donné des statistiques. J'ai dit qu'en 1960, à l'indépendance, nous avons la même population que le Sénégal. Nous avons presque la même population que le Bénin. Nous étions à 3 millions 300 000, le Sénégal était à 3 millions 100 000, le Bénin était à 2 millions 800 millions, il faut le dire millions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 25 millions. En tout cas, en 2020, on était à 24 millions d'après les chiffres que j'ai vus. Mais le Sénégal, en 2020, était à peu près à 14 millions, le Bénin aujourd'hui est à 11 millions. Nous sommes aujourd'hui peut-être à 25 millions. J'ai expliqué aux Nigériens que vous voyez, pour une même richesse, pour un même PIB, nous avons un revenu national par tête d'habitant équivalent avec le Bénin et le Sénégal à l'époque. Mais aujourd'hui, puisque nous avons doublé la population du Bénin, pour un même produit intérieur brut, nous aurions un revenu national par tête d'habitant de moitié inférieur à celui des Béninois. Et de 0,7% inférieur à celui des Sénégalais. J'ai dit, vous voyez, quels que soient les efforts que nous pourrions faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la délivrance des services sociaux de base, l'accroissement de notre population fait en sorte que si le niveau de pauvreté baisse, le nombre de pauvres, lui, s'accroît du fait de cette démographie. Et nous devons par conséquent nous soucier de cette question-là. Parce qu'elle a un grand impact sur nos services sociaux, notamment celui de l'éducation. Il est difficile de soutenir les efforts dans cette croissance époustouflante de la population. Faire des écoles chaque année. Je leur ai dit que j'ai rencontré quelqu'un qui était consul honoraire du Niger au Danemark. Il dit qu'il est arrivé en 1973. Le Danemark avait 5 millions d'habitants, le Niger aussi avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Danemark a 6 millions d'habitants, le Niger a 4 fois plus. Vous voyez, les efforts que nous pouvons faire dans les services de base avec le Danemark sont multipliés par 4 pour un pays qui est loin d'avoir les ressources du Danemark. Même si le Danemark avait une progression démographique similaire à celle du Niger, il serait 4 fois moins riche qu'il n'est aujourd'hui. Et la cause de cette situation, c'est la déficience de notre système éducatif, qu'il nous faut réparer, pour ainsi dire. C'est pourquoi je mets l'accent sur le système éducatif pour permettre aux citoyens d'avoir l'instruction et l'éducation nécessaires à même de leur procurer les moyens dont ils ont besoin pour faire face aux exigences de la vie. Quand vous êtes totalement ignorant, analphabète et non instruit, vous êtes totalement désarmé face à la vie d'aujourd'hui.
Mais si vous avez la connaissance, vous avez les acquis qu'il faut pour faire face. Vous créez les richesses, vous créez les valeurs, vous créez les emplois. Et pour éviter justement cette croissance démographique et pour que notre école soit efficiente, j'ai émis cette idée que je suis en train de mettre en œuvre d'assurer la scolarité pour tous les jeunes ruraux et en particulier pour les jeunes filles. C'est les internats dans les collèges ruraux. Nous allons commencer par les filles. Un enfant de paysan aujourd'hui n'a pas beaucoup de chances de réussir à l'école. Un enfant dans les mêmes conditions que moi, de ma région à moi, n'aurait jamais une chance de finir des études universitaires et d'acquérir les connaissances que moi j'ai eues il y a 40 années de cela, 50 années de cela. Et donc, par conséquent, il faut donner les chances aux enfants du monde rural aussi, en faisant en sorte que l'État s'engage plus en leur faveur, à travers des internats dans les collèges ruraux. Les enfants qui quittent leur village pour aller dans le village où il y a le collège manquent justement du minimum de commodité pour poursuivre décemment leurs écoles, quand c'est surtout une fille. Et l'expérience que nous vivons tous les jours, c'est que quand leur fille est orientée au collège du village à côté, les parents ne consentent pas à la laisser partir parce qu'elle se retrouverait dans la rue. Ils la gardent, elle décroche du système éducatif et ils la donnent en mariage et elle se met à se reproduire à l'âge de 15 ans. Les statistiques montrent que 52% de filles de moins de 15 ans dans la région de Zinder ont un enfant. Un enfant. Vous voyez, ces statistiques, elles sont effrayantes. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est précisément de faire des collèges de façon à garder les filles et à leur assurer une scolarité longue qui les met à l'abri des mariages précoces et qui leur donne des chances d'être des personnes qui ont des capacités pour vivre dans cette vie qui est devenue très dure aujourd'hui. Justement, ce croix démographique abordé d'une certaine façon peut être un sujet sensible. Vous avez parlé des mariages précoces, on parle également de la polygamie qui est mise en cause et parfois on entend des discours du genre « vous faites trop d'enfants ». Comment arrivez-vous justement à faire face à des résistances qu'on imagine au sein de la société? Oui, il faut être intelligent et mettre en œuvre des démarches qui ne heurtent pas la mentalité des citoyens. Vous voyez, moi je ne parle pas de réduction de naissance parce que cette question peut avoir une dimension éthique sur laquelle on peut être en porte-à-faux avec des prescriptions de la religion. Je suis en train d'insister sur la nécessité d'être plus responsable dans la façon d'épouser les femmes. Je dis, il y a une polygamie irresponsable. Au Niger, malheureusement, vous avez souvent des personnes qui sont sans emploi, qui sont sans revenus, mais qui marient plusieurs femmes et qui font beaucoup d'enfants qu'elles n'ont pas de capacité et dont elles n'ont pas de capacité à assurer l'éducation, qui les laissent dans la rue et ce sont des délinquants qui deviennent un problème pour la société. Quand vous dites ça à des personnes, elles ne sont pas forcément insensibles aux situations qui se créent ainsi. Et donc, par conséquent, nous allons mettre en place ce que nous avons appelé l'Office national de la population et qui aura vocation à faire le travail de sensibilisation qui doit être en adéquation avec la mentalité de nos citoyens. Nous pouvons attendre des résultats de cet effort de sensibilisation, mais le grand résultat, nous l'aurons à travers la promotion de l'éducation. Le jour où notre système éducatif sera en mesure de maintenir pendant longtemps les enfants à l'école, il sera en capacité de leur donner les connaissances qui vont justement en faire des citoyens qui peuvent faire face aux difficultés de la vie. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de la question des écoles sous-payotes. Nous avons pu rencontrer le maire de la capitale, il en a fait cas. Aujourd'hui, on parle de récurrence aussi d'incendies, souvent de ces écoles-là. Quelle réponse ? Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires pour que les 36 000 écoles payotes soient des écoles en matériaux définitifs. Le ministre du Plan était récemment dans une conférence à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où il a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos partenaires justement dans ce domaine. Il était auparavant aux assemblées générales de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale est un partenaire important avec qui certainement nous pouvons mettre en œuvre ce programme
qui consiste à mettre fin aux classes paillotes. Quelle part de Niger vous accordez à l'éducation dans votre pays? Parce que j'entends là beaucoup d'ambition, mais est-ce que cette ambition, vous la mettez en œuvre en exprimant cela à partir du budget national de développement? Oui, le jour où nous construirons en 3 années 36 000 classes, c'est clair que ce sera plus de 22% de notre budget qui sera investi dans l'école, et c'est mon ambition. Aujourd'hui, il est à combien? Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 19%. Dernière question sur la polygamie, et toujours. Donc, Monsieur le Président, vous n'êtes pas contre la polygamie, vous êtes contre la polygamie irresponsable. Voilà. Est-ce que vous voulez des ministres polygames, par exemple? C'est tellement que vous avez voulu peut-être sensibiliser un peu par l'humour, mais certains Nigériens iraient à dire que c'est de l'ordre de l'intime et de l'intimité, et d'autres même diraient que peut-être à cette allure, le président va choisir la qualité des riz que doivent manger les Nigériens. Non, non, non. Écoutez, je faisais une conférence à l'adresse des femmes et je leur ai dit que nous devons, nous Nigériens, lutter contre la polygamie irresponsable. Vous le savez certainement, vous avez des enfants et des femmes qui vont mendier jusqu'à Dakar et qui sont en ce moment à Accra, que nous sommes en train de ramener. Ça, c'est les effets de ce mariage un peu en désordre, pas du tout régulé. Mais pour que nous soyons crédibles et que nous interpellions nos citoyens pour qu'ils sachent de quoi il est question, parce qu'après tout, ces gens-là qui se comportent comme ça ne se doutent de rien. Ils ont une mentalité très traditionnelle des siècles où on n'avait pas eu tous les vaccins qui sauvent les enfants, où il n'y a pas une urbanité qui met des femmes très facilement à la disposition des hommes. Tant que nous vivions dans des villages, dans le contexte des années où justement les programmes de vaccination universelle n'avaient pas cours, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les villages pour que beaucoup de personnes disposent de 4 femmes. Déjà, il y a une régulation par la nature. Et puis après, quand vous faites des enfants, une bonne partie meurt. Et nous avons une population qui est restée relativement constante pendant des années sur notre espace. Mais maintenant, avec le programme élargi de vaccination, on a sauvé les enfants de la mort. Quand vous voyez les statistiques, leur amélioration, c'est tout à fait remarquable. Et donc, nous avons une population qui croît dans un contexte d'une mentalité qui est restée la même. Donc, il faut agir sur cette mentalité. C'est pourquoi j'ai dit au ministre que pour que nous donnions un bon exemple et que nous favorisions un des bassins, nous décidons qu'aucun d'entre nous ne prenne une femme supplémentaire. S'il y en a qui sont déjà polygames, ils le resteront. Non. Mais il est bon que nous donnions l'exemple. Vous voyez, ça fait un choc. Et ça peut provoquer un débat. Et un débat peut être quelque chose de positif. Notre chaîne ITV, justement, a fait un reportage sur la présence d'une communauté nigérienne à Dakar. Réaction prompte de votre gouvernement qui les a rapatriés. Est-ce qu'il s'agissait d'un cas de trafic de migrants? Et oui, on peut le dire. Il s'agit d'un cas de trafic de personnes. Ce sont des réseaux de trafic de migrants qui utilisent la mendicité aussi comme une source d'enrichissement. C'est bien paradoxal, mais c'est la vérité. Et nous avons ces réseaux surtout qui opèrent sur l'Algérie. Chaque semaine, l'État algérien ramène des centaines d'enfants et de femmes à partir du territoire algérien. Et puis les réseaux ont tendance à s'étendre maintenant sur d'autres pays, et notamment de l'Afrique de l'Est et du Centre. Ce sont des réseaux criminels. Nous sommes en train de lutter contre eux de façon plus efficace. Et à partir de Dakar, nous avons arrêté tous ceux qui sont sur la chaîne. Avant-hier encore, hier je lisais un rapport de la police qui fait état de tentatives de déplacement de mendiants nigérians sur notre territoire en partance pour l'Algérie. Ça veut dire que le dispositif que nous avons mis en place est opérationnel. Oui, il s'agit en effet de réseaux criminels de trafic de personnes. C'est une belle brèche pour nous pour chuter avec ce que nous avons prévu enfin, c'est-à-dire la question de diplomatie et de relations internationales. Aujourd'hui, on a vu vos sorties, notamment sur ce qui se passe au Mali. On a envie de se demander, aujourd'hui, quelle est la santé des relations entre le Niger et le Mali? Est-ce qu'il y a un téléphone rouge aujourd'hui?
Non, vous savez, quand en 2012, il y a eu le coup d'État du capitaine Sanogo, nous l'avons dénoncé avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'engagement, et personne ne nous avait fait de procès. Quand en 2020, il y a eu un coup d'État au Mali, nous l'avons dénoncé, et dans les deux cas, il y a eu des arrangements avec la CEDEAO, et ça s'est tu, les relations ont continué à être normales. En 2021, il y a eu un deuxième coup d'État qui a brouillé les relations avec la CEDEAO, avec le Niger notamment, à partir desquels vous voyez tous les procès qui sont en train d'être faits contre nous. Mais je voudrais vous dire que quand en 2011-2012, il y a eu des Maliens qui ont voulu faire sécession, nous étions le pays qui avait été le plus engagé pour les combattre. Ils sont pourtant nos voisins, ces gens du nord du Mali. Nous les connaissons. Mais nous avons été, nous, État du Niger, à travers la personne du président Issoufou et de ma personne comme ministre des Affaires étrangères, à l'époque, ce qui les avait le plus combattus. L'État du Mali a chancelé, s'était presque effondré. Et nous avons été témoins du comportement d'autres personnes. Nous n'avons jamais été ambigus, nous. Nous n'avons jamais, en sourdine, eu des contacts avec ceux que nous avons condamnés dans leur entreprise de sécession de l'État du Mali. Nous avons été conséquents. Et nous avons défendu le Mali. Quand nous nous sommes retrouvés à Alger pour discuter de l'accord de paix, j'étais ministre des Affaires étrangères. J'étais le seul à avoir dit que l'article 6 de l'accord n'est pas acceptable. J'avais même exigé qu'on suspende les discussions pour donner la possibilité à la délégation malienne d'appeler ces autorités pour savoir si elles ont pris la mesure des implications des dispositions de l'article 10, de l'article 6, qui dit que les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, que le président du conseil régional est élu au suffrage universel direct, il est le chef de l'exécutif et de l'administration régionale. J'avais dit que ça s'appelle du fédéralisme, et que les Maliens ne doivent pas accepter ça. Ils ont suspendu pour 15 minutes, ils sont revenus nous dire non, ils savent ce que ça veut dire, mais ils sont d'accord avec cette disposition. Je leur ai dit qu'elle sera difficile d'application et qu'elle va subvertir vraiment l'organisation administrative du Mali et qu'à ce titre, elle n'est pas acceptable. Donc, j'ai combattu pour l'unité du Mali. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe d'une grosse difficulté comme ça contenue dans l'accord. C'est avec cette éthique-là qu'aujourd'hui encore, nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails de l'état de droit, de la démocratie, qui sont les gages de sa stabilité. Si nous sommes contre le Mali, ainsi que laisse accroire une certaine propagande, on nous aurait pris à défaut depuis déjà très longtemps. Nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre le projet de sécession. Nous sommes les seuls qui nous sommes mis à dos nos frères du Nord à l'époque de la discussion sur l'accord de paix. Et aujourd'hui encore, nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles consentent les aménagements qu'on leur demande pour une transition qui va être soutenue par tous, qui va être inclusive et qui va jeter les bases d'institutions démocratiques à même de stabiliser le Mali et d'en faire un grand partenaire dans notre combat commun contre le terrorisme. Monsieur le Président, vous définissez comme un militant de la démocratie. Vous avez parlé du Mali tout de suite. On a vu que contre le Mali, vos positions étaient très dures, mais par rapport au Tchad, où il y a eu un coup d'État, où il y a
transition, mais issu d'un coup d'État, là, et vous semblez caresser dans le sens du poil. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence dans votre démarche, Monsieur le Président? Non. La décision de la communauté internationale d'accompagner le Tchad procédait de l'émotion qui avait été ressentie au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno et des risques réels d'implosion du Tchad. Comparaison n'est pas raison. Les contextes sont totalement différents. Au Tchad, les forces rebelles étaient à quelques kilomètres, à 200 kilomètres ou 150 kilomètres d'N'Djamena. Les Tchadiens, plus toute la communauté internationale, ont considéré qu'il vaut mieux avoir un État, fût-ce par le canal de l'armée, pour faire face à cette situation et la gérer plutôt que l'implosion. Parce que si les rebelles venaient, ça va être une guerre civile. C'était dans ce contexte-là que tout le monde, de façon unanime, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et tout le monde était tombé d'accord pour qu'on préserve déjà l'État tchadien. L'émotion était très forte. Moi, j'étais à N'Djamena le jour des obsèques du président Déby. Voilà, donc c'est ça la situation et nous sommes en train de leur dire de promouvoir le dialogue. Ils sont à Doha, ils sont en train de faire le dialogue, ils vont revenir. Ils ont mis en place un gouvernement inclusif auquel participe l'ancienne opposition. Saleh Kebzabo a des ministres, Mahamat Alabo est dans le gouvernement, et il n'y a que le jeune Masra qui n'est pas encore dans le gouvernement, mais nous essayons de les accompagner. Voilà un peu. Donc ne faites pas de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Les auteurs de coups d'État ont toujours une explication, une justification. Quittons le Mali pour parler de la Guinée, le Burkina Faso, tentative de coup d'État il n'y a pas longtemps en Guinée-Bissau. Est-ce que vous êtes aussi déterminé dans votre opposition à ces coups d'État à vous opposer également au changement constitutionnel? Oui, nous sommes... vous savez, quel était le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? Ce qu'il a voulu céder le pouvoir. Ce qu'il a voulu céder le pouvoir. Vous êtes contre le troisième mandat? Nous sommes contre le troisième mandat. Et nous sommes en train de changer le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui, justement, font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires indus comme une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. Hein? Y compris celui de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Oui, s'il venait à l'esprit au président Ouattara de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole. Et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque. Monsieur le Président, développer le Niger et l'Afrique suppose également une maîtrise sur sa monnaie. Aujourd'hui, au sein de l'espace UEMOA, c'est le franc CFA qui est utilisé. Il y a une perspective d'un passage à l'éco. Êtes-vous vraiment opposé au franc CFA? Ça n'a pas de sens que de dire qu'on est opposé au franc CFA. Je ne suis pas opposé au franc CFA. Par contre, dans la mesure où moi j'ai le Nigeria comme voisin, qui a une monnaie caractérisée par une politique monétaire qui a fait en sorte que cette monnaie est toujours très très faible, alors que le franc CFA est riche, nous avons de réelles difficultés pour l'amélioration de l'économie, pour le développement de l'économie de notre pays. Notre plus grand partenaire commercial, nous, Niger, c'est le Nigeria. Et notre intérêt à nous, c'est de pouvoir commercer de façon fluide avec le Nigeria. Le franc CFA a ses avantages. Et il a aussi ses inconvénients, qui sont loin d'être rédhibitoires, je vous le dis, pour que nous y soyons opposés de façon doctrinale. Mais le Niger est dans une position telle que le franc CFA n'est pas favorable au commerce que nous avons envie d'entretenir avec le Nigeria. Nous avons une monnaie très forte,
qui fait que nous ne pouvons rien exporter au Nigeria. Pire, quel que soit ce que nous produisons sur notre territoire, il est concurrencé par ce qui nous vient du Nigeria. Y compris vos propres produits? Il est arrivé en effet, après une dévaluation du Naira, que des animaux qui ont été exportés sur pied au Nigeria nous reviennent à partir de ce pays parce qu'il est plus facile d'aller les acheter et de venir les vendre sur le marché du Niger pour faire des bénéfices de la part des commerçants. C'est une situation extrêmement difficile. Nous sommes entrés dans la ZLECAf et nous avons besoin d'avoir des avantages comparatifs. Mais quand nous avons un voisin qui nous dame les pions sur tous les plans à cause justement de la différence de monnaie entre nos deux pays, ça fait de réelles difficultés. C'est pourquoi vous aurez constaté que le président Issoufou, à qui avait été par la CEDEAO confié la mission de réfléchir sur la mise en place de l'ECO comme monnaie commune de la CEDEAO, avait fait une réflexion très dynamique, bien fouillée, et avait fait des propositions sur lesquelles il n'y a pas eu de consensus. Le Niger a plus qu'aucun autre pays, peut-être comme le Bénin et même plus que le Bénin, intérêt à ce que nous ayons une monnaie commune de la CEDEAO à cause de ce que je vous ai dit relativement à notre voisinage avec le Nigeria. Et qui s'appellera l'ECO? Qui s'appellera l'ECO. C'est pourquoi nous serons toujours engagés à ce que advienne l'ECO. Et si d'aventure, un jour, il est difficile que l'ECO advienne pour une raison ou pour une autre, nous serons attentifs à ce que nous pourrions faire, même avec le Nigeria, de façon individuelle. Mais ce serait à condition qu'il y ait une autre politique monétaire au Nigeria, pas la politique actuelle, qui a beaucoup d'inconvénients, de mon point de vue. Je m'excuse de porter cette critique à l'État du Nigeria, mais ça a toujours été la politique du Nigeria, cela, et qui nous fait beaucoup de tort. Donc nous, notre intérêt, Niger, c'est que nous allions vers une monnaie qui nous mette ensemble avec le Nigeria. Ça, ce n'est pas un problème du Sénégal, ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas un problème du Burkina ou du Mali. C'est un problème spécifique dû à notre voisinage avec le Nigeria qui nous prescrit une démarche qui pourrait être différente de celle des autres pays. Nous ne pouvons pas avoir le même engagement à dépasser le franc CFA que le Sénégal ou que la Côte d'Ivoire ou que les autres pays, parce qu'aucun d'entre eux n'est dans une situation géographique comparable à la nôtre. Et l'économie dicte tout. Et l'économie de notre pays nous dicte nos intérêts et nous dicte notre politique. Et donc nous serons toujours partisans du dépassement du franc CFA. Le Nigeria est votre plus grand marché, c'est cela? Absolument. Oui, nous avons 1600 km de frontières. Nous n'avons aucun autre pays avec qui nous avons cette frontière. Et c'est un pays riche, justement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de vous être prêté à nos questions. Et merci beaucoup pour cette brèche, notamment à cette presse sous-régionale. Merci aussi à vous qui nous avez suivis tout au long de cette heure. Un bilan donc de ce qu'est un an du président Bazoum à la tête du Niger. Nous avons été très heureux d'être des vôtres et au revoir.